Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Ici Victor, 38 ans, beaucoup de lots en immobilier et je signe entre 1 et 3 millions d'IMO avec vous chaque semaine. Et je reprends des boîtes et normalement une entreprise par semaine avec vous. Comme ça, vous savez tout et j'ai des appartements un petit peu partout et à peu près n'importe quel type d'invest. On va revenir aujourd'hui sur un truc qui est assez intéressant. Je suis tombé dessus dans The Psychology of Money de Morgan Housel et c'est qu'est-ce qui peut fonctionner quand on est en couple. Et c'est assez marrant parce que je vois beaucoup de parallèles entre ça et ce que je suis en train de faire aujourd'hui concrètement dans ma stratégie d'investissement. Et du coup, je vais vous parler de tout ça maintenant. Alors, ça parle d'un principe assez sûr qui, en fait, les compétences dont vous avez besoin pour gagner de l'argent sont finalement différentes des compétences que vous avez besoin pour investir. Donc ça, c'est assez marrant comme principe, mais je le retrouve assez souvent chez mes potes qui sont entrepreneurs, par exemple, ou chez mes potes qui sont plutôt investisseurs. Et on va revenir dessus, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'un couple, finalement, peut bien marcher? Et là, c'est marrant, parce qu'on va parler d'association, et d'association qui est peut-être un petit peu plus contre-intuitive par rapport à ce qu'on voit. Moi, ce que je vois autour de moi, en tout cas chez les FIRE de façon générale, alors pour revenir dessus, les FIRE, c'est ceux qui ont envie de réussir à gagner assez de revenus ou revenus semi-passifs pour pouvoir en vivre. Donc les revenus totalement passifs, ça va être la bourse, par exemple, vous avez l'ETF Monde, donc ce panier de 1200 actions qui vous verse grosso modo du 10% par an. Vous faites votre calcul de la règle des 4%, on va faire des 25 fois, vous voulez gagner 2000 € par mois, il faut que vous ayez 600 000 € investis en bourse. Vous avez 600 000 € investis en bourse, à 4% net d'inflation, net d'impôt, ça vous fait 2000 € par mois qui tombent. Donc ça, c'est un peu l'objectif, on va dire, l'objectif FIRE. Et là, on se rend compte que ces sommes-là d'argent au début sont assez compliquées à accumuler dans un temps restreint et on va aller chercher d'autres techniques, donc l'immobilier pour aller faire beaucoup plus que 4% par an, donc on peut faire du 100%, du 600% par an parce qu'on va utiliser la dette ou sinon on va avoir de créer des business pour pouvoir avancer plus rapidement. Mais moi, ce que je vois concrètement, et d'ailleurs je vous invite ce soir, si vous écoutez de podcast et que vous êtes à Paris, à partir de 19h jusqu'à 23h ce soir, donc on est le 3 juillet, vendredi 3 juillet, il y a le dernier Drink Fire de cet été. Donc n'hésitez pas à passer, on est une centaine et ça va être très sympa. Et comme d'hab, je vais faire des intros, vous introduire des personnes qui sont cool, des personnes qui sont par rapport à là où vous en êtes, un petit peu plus avancées, beaucoup plus avancées, etc., etc. Ou si vous êtes déjà très très avancé, on peut se parler et pourquoi pas faire du business ensemble. Bref, généralement, ce que je vois faire dans les couples, c'est que les deux travaillent. On va avoir un travail, par exemple, en tant que RH, en tant que marketing, en tant qu'ingénieur, etc. Et les deux personnes vont se lancer. Alors, il y a soit une personne qui fait le projet FIRE, auquel lui il se lance ou elle se lance, etc. Et puis le conjoint n'est pas forcément aligné, on reviendra dessus parce que ça peut être un des cas qui va être expliqué aujourd'hui. Et dans l'autre des cas, les deux se lancent assez souvent dans les projets, donc ils vont rénover des apparts ensemble, ils vont tous les deux bosser sur le business, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est concrètement ce qui ressort de ce livre, The Psychology of Money. Et là, il y a 5 exemples que je vais donner. Et j'ai vu une fille sur TikTok qui en parlait et c'était vachement bien. Donc, finalement, vu que les compétences qui sont nécessaires pour faire de l'argent ne sont pas du tout les mêmes compétences qui sont nécessaires pour investir, finalement, ce qui marche bien, c'est qu'on va avoir dans les profils, par exemple, le premier type de profil. On va avoir un couple dont l'un des deux aura un 9 to 5. Donc le 9 to 5, ça va être un job classique corporate, où la personne va avoir un boulot, pourquoi pas, dans une boîte. Donc chez les ingénieurs, par exemple, je vais penser à Altran. Chez les ingénieurs, je vais penser à beaucoup d'entreprises, donc mes potes qui sont ingénieurs dans le nucléaire. Je vais pouvoir penser, pourquoi pas, aux personnes, mes potes qui sont contrôleurs aériens. Bref, des postes alors contrôleur aérien, c'est pas un 9 to 5, mais des postes qui, vous avez un boulot, c'est pas le boulot où vous allez gagner le plus de votre vie, mais c'est le boulot qui est hyper stable d'un côté, et de l'autre, votre partenaire, il est en start-up.
Et donc, votre partenaire, en étant un startup, il a la possibilité d'aller choper des parts d'equity, donc de capital des entreprises dans lesquelles il va y bosser, et il va aller prendre des risques. C'est-à-dire qu'il va prendre des startups où il sera normalement bien rémunéré. En fait, ça dépend à quel niveau il rentre dans les startups. Et il aura du 4, 10, 20% dans des startups. Alors attention, généralement, ça dépend dans le stade dans lequel est la startup. Pour avoir du 4% quand vous rentrez au début, c'est faisable quand vous avez des jobs de direction. Par contre, plus la startup va grossir, plus vous allez avoir des petits montants de startup. Et en gros, l'objectif, c'est quoi ? Le 9 to 5 va s'assurer de la stabilité globale du couple. Donc, dans les moments où ça va être dur pour la startup, où il risque d'avoir des changements, où potentiellement la startup va faire faillite, parce que la personne qui va être dans les startups peut être dans des startups quand c'est early stage, même un petit peu avancé, donc les étapes du début, voire après, où la startup peut mal se passer. Finalement, le 9 to 5 va assurer la stabilité de ces moments qui sont durs. Et si un jour, il y a une startup où ça marche bien, finalement, le moment où la startup marche bien, donc c'est pour ça qu'il faut bien faire vos calculs, celui qui est dans la startup permet finalement d'avoir un gain tellement substantiel qui va faire la richesse du couple. Donc on a d'un côté le 9 to 5 qui assure la stabilité, et de l'autre côté, la personne qui va essayer d'aller choper les opportunités qui sont game changer, life changer pour le couple. Et en fait, vous m'avez bien compris, on va revenir sur les différents types de cas, donc il y en a 4 autres, où on retombe à peu près sur la même stratégie. Deuxième cas, c'est quand vous avez d'un côté un entrepreneur et d'un côté un investisseur. Alors, c'est assez vrai que quand... alors, il y a des profils un petit peu particuliers où vous avez entrepreneur-investisseur. Là, je pense par exemple à Cédric, celui qui a fait Brix. Il est à la fois, je dirais, entrepreneur et investisseur, quoique je pense en réalité qu'il est beaucoup plus entrepreneur qu'investisseur. Et alors, c'est quoi la différence entre les deux ? En fait, c'est assez particulier, mais c'est pas trop les mêmes compétences qui sont demandées. Alors je le vois bien, du coup j'ai pas mal de recul étant à la fois investisseur et à la fois entrepreneur, j'arrive à un peu comprendre les deux et à quel point de temps en temps ça peut créer de la schizophrénie. Un entrepreneur, son objectif, ça va être quand même de prendre des risques, de gamble à chaque fois ce qu'il a gagné, c'est-à-dire de remettre sur la table ce qu'il a gagné pour continuer à faire avancer son entreprise et arriver à un stade où finalement il va gagner de l'argent de façon substantielle. Quand on est entrepreneur au début, donc on peut lancer le truc, on peut gagner 5 000 balles par mois, 10 000 balles par mois, mais son objectif, c'est quand même de créer quelque chose qui, à la fin, arrive à faire du 100 000, du 1 million, voire une boîte qu'on peut revendre 4 millions. J'ai un pote qui vient de revendre une boîte 4 millions, qui a été sur ce podcast, d'ailleurs, si vous fouillez bien, peut-être que vous allez le retrouver. Et en gros, quand on est entrepreneur, ce qui est particulier, c'est qu'on est habitué à prendre beaucoup de risques et il faut qu'on prenne beaucoup de risques et on est habitué à avoir beaucoup d'emmerdes. Donc on va avoir habitué à avoir des emmerdes avec les salariés, habitué à avoir des emmerdes avec les lois, avec l'État, avec ces différents trucs. Et en fait, quand on est dans cette dynamique entrepreneuriale, l'argent qu'on va gagner, finalement, on ne sait pas trop comment l'employer. La bourse, ça peut faire peur. L'immobilier, ça peut faire peur. Et surtout, on ne comprend pas du tout le même positionnement qui est de devenir purement investisseur et de comprendre les différents degrés d'investisseur par rapport à son engagement dans une boîte. Et la problématique quand on est entrepreneur, la plupart d'entre eux, en fait, ils vont très vite comprendre que s'ils investissent en eux-mêmes et s'ils investissent dans la boîte qu'ils sont en train de faire, il n'y a rien qui rapporte plus en termes d'investissement que de faire ça. Du coup, ils vont être un petit peu biaisés, c'est-à-dire qu'ils vont remettre tout leur argent dans leur business. Sauf qu'à un moment, c'est hyper dangereux. Il faut quand même se dire qu'un entrepreneur, jusqu'à un certain degré d'échelle, il a une possibilité quand même d'avoir sa boîte qui s'effondre à chaque fois. Il y a plein de raisons pour lesquelles des boîtes peuvent s'effondrer. Ça peut être, lui, à un moment que l'entrepreneur, il n'ait plus l'énergie, il n'a plus envie d'avancer. Ça arrive aussi. Il soit, il y a un épisode dépressif, qu'il a envie de faire autre chose dans sa vie. Ça peut aussi être que vous ayez une entreprise dans un secteur particulier et que là, on vous interdise simplement de faire ce secteur. La France est vraiment pas mal pour ça. Puis il y a d'autres pays qui sont encore pires que ça. Et du coup, l'entrepreneur, en fait, à un moment... Et c'est pour ça que il faut quand même jumeler un peu les deux et augmenter sa protection et essayer d'avoir quelque chose par contre qui ne va pas prendre de charge mentale à l'entrepreneur. Ça, c'est le vrai sujet. C'est pour ça que quand on fait de l'immobilier et qu'on est entrepreneur, on peut en faire un peu. Moi, ça me dérange pas. Par contre, si vous voulez faire une vraie strate immobilière mais assez forte comme ce que j'ai pu faire ces années-là, donc acheter 10, 50, 100 et puis acheter beaucoup d'appartements, attention, parce que du coup, ça va pas répartir votre énergie des bons côtés. Donc, faut vous assurer. De temps en temps, il faut accepter peut-être de gagner moins, mais d'avoir les choses totalement déléguées. D'ailleurs, c'est un sujet, je reviendrai vers vous là maintenant, c'est ce que je suis en train de faire de mon côté.
Donc en tout cas, le couple entrepreneur-investisseur, l'entrepreneur, il faut qu'il se focalise sur les compétences qu'il a besoin d'acquérir aujourd'hui pour développer son business et pouvoir faire, en fonction de son ambition, une boîte qui va faire du 100 000, du 1 million, du 10 millions par an, voire plus, et qui va pouvoir revendre, pareil, 4 millions, 5, 10 millions, et se concentrer finalement sur ces nouvelles choses, etc. De l'autre côté, l'investisseur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se dire, OK, comment je fais au mieux travailler cet argent-là et comment je trouve quels sont les bons investissements par rapport au risque, etc. Et l'investisseur, et je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast sont dans cette stratégie-là. Bon, faut comprendre comment la bourse ça fonctionne, comprendre comment les ETF ça fonctionne. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Ceux d'entre vous qui veulent aller sur les options en bourse, est-ce que c'est la bonne stratégie par rapport au risque? Ceux d'entre vous qui veulent aller sur l'immobilier, est-ce que c'est la bonne stratégie? Comment on fait? Et ceux d'entre vous qui veulent investir par exemple en private equity, comment on fait, etc. L'entrepreneur n'aura pas forcément la bonne vision d'investisseur, il n'a pas forcément le temps et les compétences. Donc là, c'est très bien d'avoir les deux dans un couple. Troisièmement, Real Estate High Income W2. Alors là, il y a quelque chose qui peut être pas mal. Quand vous faites beaucoup d'immobilier, ça dépend comment vous le faites, mais il y a des stratégies qui vous permettent d'être en très forte perte. En fait, vous pouvez générer des pertes, grosso modo, sur pas mal d'investissements. Vous pouvez avoir du déficit sur pas mal d'éléments et finalement créer des niches fiscales. Donc attention, il y en a certaines qui sont plafonnées, etc. Mais il y a des façons de créer des niches qui sont clairement pas, qui sont quasiment pas plafonnées en fait. Ce qui fait que vous allez pouvoir chaque année générer, entre guillemets, en fait, grosso modo, ça revient quasiment toujours pareil, mais c'est dans certains cas, mais c'est généralement quand vous faites beaucoup de travaux dans des biens. Quand vous faites beaucoup de travaux dans des biens, vous pouvez avoir 10 000, 100 000 euros de pertes par an, voire plus, que vous allez pouvoir répertorier finalement sur les revenus de votre couple. Et alors, soit vous avez un investisseur immobilier qui est en capacité de générer ses pertes et générer du coup de l'argent, du coup il se neutralise tout seul. Mais sinon, ce qui est possible, c'est que le mec est en capacité de générer beaucoup de pertes en fait. Alors, c'est des pertes qui sont dues à des statuts particuliers, des structures particulières et des projets qui nécessitent beaucoup d'investissement. Donc, c'est en fait un système qui est fait par l'État pour permettre de faire des projets qui globalement sans ça seraient beaucoup moins rentables. Donc, ça permet de dynamiser un petit peu la demande. Pour ceux qui connaissent encore ces systèmes et qui n'existent plus, mais c'est comme les Pinel où ça permettait à des Français d'investir dans des zones en fait qui avaient besoin de construction parce qu'en fait le prix à la construction était plus cher finalement que le prix de vente dans certaines zones. Attention, c'est ça grosso modo le Pinel quand vous le regardez. En gros, vous allez construire un immeuble à Carcassonne, ça va être du 2000 € de construction, vous allez acheter 2100 alors que l'immeuble à Carcassonne en prix de revente ça va être 1500, un truc comme ça quoi. Et en fait, ce couple-là, c'est une personne qui du coup va gagner beaucoup de revenus, va générer beaucoup de revenus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que... Alors, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue taxe, il faudrait que je fasse quelque chose de plus détaillé, mais il faudrait que les revenus, à la limite, soient dans la même... En fait, quand vous gagnez des revenus, vous avez différents types de revenus que vous pouvez gagner. Donc, par exemple, vous avez des bénéfices industriels et commerciaux, vous avez des bénéfices non commerciaux, etc. Et vous avez des salaires, etc. Et en fonction des catégories que vous gagnez d'argent, eh bien, vous allez pouvoir taper sur des catégories en respectant certaines règles. Et en fait, en respectant ça, dans certains cas, vous allez pouvoir neutraliser, par exemple, 100 000 € de bénéfices industriels et commerciaux. Vous allez pouvoir les neutraliser parce qu'en face, vous avez quelque chose qui va taper directement dessus, qui va être en négatif. Et il y a les poches peuvent baver entre elles, mais généralement, il faut taper les revenus par revenu. Et ce qui est pas mal, quand vous avez quelqu'un qui a des gros revenus sur certains types de revenus, on peut carrément les neutraliser grâce à l'immobilier. Et en plus, on peut même faire ça d'un point de vue business. C'est aussi possible. Si une personne est du coup dans un des deux profils, fait beaucoup d'argent, mais dans une entreprise, c'est possible de dégommer finalement cet argent qui est généré, les bénéfices qui sont générés, soit grâce à de l'immobilier, soit grâce à de la reprise d'entreprise, par exemple, avec des boîtes qui ont... vous reprenez beaucoup de dettes, beaucoup de choses comme ça, et en fait, vous pouvez neutraliser finalement les bénéfices que vous avez, neutraliser l'impôt pendant pas mal d'années, et l'impôt, il faut quand même savoir que dans un pays comme la France, quand 50% de tout ce que vous allez gagner, grosso modo, même plus vous gagnez, enfin, ça dépend comment vous faites, mais grosso modo, 50% de ce que vous avez gagné, vous avez payé des impôts. Si un de vous deux qui a ces capacités de réduire ces 50% d'impôts, ça vous permet de scale et un effet boule de neige assez important sur combien vous allez gagner dans le temps. Quatrième catégorie, un content creator plus stability career. Donc on retombe sur la même chose. Et ça, je peux le comprendre, c'est de construire du coup une marque qui est la vôtre et d'avoir un minimum de réputation. Donc indirectement, alors moi, j'ai un petit peu de réputation, mais je ne suis pas comme un gros youtubeur qui aujourd'hui a 500 000, 1 million d'abonnés. Mais ça a pris quand même pas mal de temps de construire ça. Je continue à être là avec vous, etc. Et ça génère certains intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, d'un point de vue bancaire, dans certains secteurs, d'un point de vue immobilier, etc., j'ai quand même certaines entrées
dans certains cercles qui sont vraiment pas mal, et même la possibilité de monétiser une partie de l'audience, etc., etc. Ça prend généralement beaucoup de temps de le faire. C'est comme un entrepreneur, il faut challenger le truc, etc. Et généralement, quand on commence, on gagne strictement rien. Du coup, quand on commence et qu'on gagne strictement rien, on a besoin d'aide. Et c'est très stressant. Il y en a beaucoup qui arrêtent parce qu'en fait, à la fois la pression de rien gagner, puis en plus la pression de devenir bon en création de contenu et de pouvoir avancer, c'est trop fort, c'est trop dur. Alors que si à côté de ça, vous avez quelqu'un qui a une carrière stable pour pouvoir subvenir aux besoins du couple, aux besoins de la famille en même temps, ça vous permet concrètement d'aller toucher sky is the limit, quoi. Donc un bon créateur de contenu, donc par exemple en solopreneur, j'en parle assez souvent, si vous êtes entrepreneur un peu tout seul, et ça ressemble à ça les solopreneurs, donc vous avez des freelances qui bossent avec vous. Si vous êtes globalement assez bon, vous faites du 700 000 à l'année, 700 000 euros à l'année, dès que vous arrivez à toucher ça, là effectivement c'est très significatif, c'est-à-dire que vous allez faire potentiellement le salaire de votre conjoint en un mois. Et au début, par contre, vous allez faire que dalle, quoi. Et après, il y a des étapes à monter à chaque fois. C'est comme d'habitude. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui ne marche pas pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire l'étape d'après? Est-ce que la douleur est suffisante pour vous pour avancer? Et ça dépend concrètement. Est-ce que vous voulez le faire aussi à un moment par rapport aux sacrifices qui sont demandés, quoi. C'est exactement la même chose dans le sport. Si vous voulez avoir un corps avec des beaux abdos, etc., il y a un moment, faut être OK de descendre en termes de masse de graisse à un certain pourcentage. Est-ce que vous êtes OK à faire les efforts de manger les bonnes calories chaque jour, d'avoir la bonne alimentation, le bon degré de sport et de faire les sacrifices qui sont nécessaires. 5e catégorie, et là c'est pas mal aussi, c'est d'avoir un commercial qui n'est pas plafonné en vente avec quelqu'un qui est stable en termes de salaire. Donc le commercial, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont commerciaux, vous avez généralement des revenus de base. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans les... alors ça dépend parce qu'en France c'est un petit peu différent, mais vous en avez beaucoup d'entre vous qui ont soit des revenus très faibles, donc qui vont être dans du 1000 euros minimum, enfin le SMIC minimum par mois, et après qui sont déplafonnés. Et là, ce sera plutôt ceux qui seront dans la vente de cuisine, dans la vente de voitures, dans ces choses-là. Et après, il y a ceux d'entre vous qui sont plutôt dans la tech, qui vont généralement avoir déjà un revenu de base à 40, 50 000, et après qui sont déplafonnés en termes de pourcentage. Et là, effectivement, on va tomber sur des revenus, et là, j'en ai pas mal d'entre vous qui sont chez Google, Amazon, Salesforce, etc., qui vont taper les 350 à l'année et qui vont avoir des gros revenus. La problématique, c'est les très bonnes années commerciales, c'est fantastique, parce que, oui, ça fait du 15, 20, 30 000 euros par mois, vous y arrivez, vous défoncez tout, mais généralement, ça demande beaucoup d'investissement à l'initial, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bons clients au bon moment avec le bon produit, il faut le bon timing, et puis après, c'est pas parce que vous êtes chez Amazon que vous avez toujours le même produit. Donc par exemple, pendant un moment, vous étiez chez Amazon avec AWS, ça cartonnait tout, c'était meilleur que toute la concurrence, il n'y avait pas les enjeux encore de gouvernance d'État français pour ne pas mettre les trucs chez Amazon. Du coup, vous pouvez même signer l'État français sur des gros contrats, puis après ça a changé, et puis là du coup vous vous retrouvez chez Amazon alors qu'en fait il vaudrait mieux être peut-être chez OVH pendant quelques temps, parce que toutes les boîtes européennes veulent un leader européen, du coup vous pouvez même plus passer Amazon chez vos propres clients. Donc compliqué, donc il faut bouger chez Google, enfin chez OVH, etc., etc. Donc en gros, ce type de combinaison vous permet effectivement de scale assez fort et d'avoir la stabilité du coup d'un revenu stable et d'avoir quelqu'un qui peut prendre les risques. Alors, je trouve tous ces systèmes qui marchent très bien, et ça c'est vraiment intéressant. De l'autre côté, la chose dont je peux vous parler, c'est un peu l'étape où j'en suis aujourd'hui et ce que je tente de vous expliquer ces dernières années. Moi, je pense principalement que dans un premier temps, ce qui est nécessaire, c'est de prendre beaucoup de risques, mais sur des choses déterminées. C'est-à-dire que, en fonction de qui vous êtes, faut reconnaître aussi où vous en êtes concrètement. Et il y en a certains d'entre vous... la stabilité, un truc qui est très important, c'est la stabilité mentale. Il y a sur le papier ce qu'on peut faire, et avec la stratégie la plus optimisée d'un point de vue fiscal et d'un point de vue investissement. Et là, je vais vous donner un cas concret. D'un cas concret, ça ne vaut strictement pas le coup, dans 99% des cas, d'avoir un appartement qui est totalement remboursé. Voilà, ça vaut pas le coup d'avoir... vous achetez un investissement locatif, vous le mettez, donc par exemple, moi, un de mes apparts à Paris, à côté du métro Pasteur, j'ai un appart. Il y a un moment, c'est mon premier appart que j'ai acheté, et les premières années, je me suis dit, ok, je vais le rembourser à fond pour qu'il soit totalement remboursé. En fait, ce truc-là, d'un point de vue financier, pur financier, c'est totalement pourri. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous devez calculer quand vous faites de l'immobilier, vous devez voir combien vous avez d'argent stocké dans un investissement et combien il vous rapporte. Et le truc de l'immobilier, c'est qu'au début, on a la chance de pouvoir mettre 1000 euros et en gros acheter un truc à 300 000 euros.
Et là, on se dit, et on va avoir un loyer, par exemple, de 3 000 euros, et puis on va avoir les remboursements, etc. Bref, on va gagner 10 000 euros par an avec ça, entre ayant tout payé entre le remboursement de l'emprunt, puis aussi, principalement le remboursement de l'emprunt et puis le cash flow. Disons que vous allez mettre 1 000 euros, vous allez gagner 4 000 euros par an, vous allez faire 4 000 divisé par 1000, et c'est ce que vous rapporte vos 1 000 euros. Donc 4 000 divisé par 1000, vous allez faire du 400% par an. Donc ça, c'est fantastique. Mais au fur et à mesure du temps, finalement, la première année, vous avez 1 000 euros parce que vous n'avez que 1 000 euros sur la table. Mais à la fin de la première année, vous allez avoir remboursé, je ne sais pas, 10 000 euros de capital supplémentaire. Donc l'année d'après, vous allez toujours gagner 4 000 euros. Par contre, vous allez avoir 11 000 euros de capital investi. Un truc comme ça, je vous fais pour vous donner un ordre d'idée. Du coup, vous allez avoir 11 000 euros. Donc là, la deuxième année, vous allez faire du 36% par an, etc., etc. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, chaque année, vous vous rendez compte qu'avec l'immobilier, vous gagnez moins parce que vous avez de plus en plus d'argent stocké dans votre bien. Et il y a un moment où ça vaut plus le coup. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez totalement remboursé votre appart, vous allez faire du 3% par an, vite fait. Vraiment vite fait, du 3% par an. Le 3% par an sur votre argent engagé, indirectement, l'inflation, si l'inflation est de 2-3%, vous allez juste combler l'inflation. C'est-à-dire que vos 300 000 euros investis dans un appart vont juste vous permettre de juste rester stable dans le temps. Vous ne perdez pas d'argent parce que vous faites l'inflation. Et attention, vous avez de l'IMO, donc vous avez des problèmes potentiels, vous avez peut-être une chaudière à refaire, des travaux, des peintures, des machins, donc attention, vous avez ces trucs-là supplémentaires. Donc il faut vraiment calculer ce que ça fait réellement. Donc tout ça pour vous dire que un appartement, l'immobilier, il y a des stratégies qui ne sont pas les meilleures. C'est-à-dire que d'un point de vue purement investissement, la stratégie de garder un appartement, d'ailleurs je vais en faire un autre épisode, ça vaut pas forcément le coup. Et vous, dans votre cas, c'est dans votre cas, par exemple, moi je l'ai fait, j'ai un appartement qui est totalement remboursé, j'en ai plusieurs qui sont totalement remboursés, qui sont des aberrations, et je pourrais largement optimiser ça. Mais pourquoi je l'ai fait alors ? C'était d'un point de vue, donc il y a quand même un intérêt de structuration derrière, mais c'est aussi d'un point de vue sécurité mentale et me sentir mieux au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai un truc qui est remboursé, au pire j'ai ce truc-là, etc. Et en fait, il y a cet élément-là qui est cette sensation émotionnelle. Soit vous arrivez à la franchir, à devenir un peu comme Elon Musk, où finalement vous voulez plus de possession, vous voulez avancer dans votre délire, etc. Soit, il y a des étapes quand même qui sont intéressantes pour vous, vous avez besoin de ça. C'est pareil dans le taf, c'est pareil sur les différentes structures d'investissement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn et sur Insta, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des questions et je vais en faire des épisodes dédiés, surtout, attendez 2-3 secondes et ils seront sortis. Ceux qui sont chauds, encore une fois, on se retrouve ce soir, ce soir au 9 Place Jacques Marette, dans le 15e, dans mon ancien espace de coworking, qui s'appelle Georges 15 maintenant, et on échange ensemble, hâte de vous retrouver ce soir, hâte qu'on discute de vos nouveaux projets et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.